Merci de nous rejoindre sur Alt24 News pour Eco Hebdo, votre émission hebdomadaire de débat et de décryptage de l'actualité géoéconomique mondiale. Et ce dernier numéro de l'année sera consacré à l'économie tunisienne à l'occasion de la promulgation de la nouvelle loi de finances 2023. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la législation définissant les recettes et les dépenses de l'année revêt un caractère décisif pour l'économie de la Tunisie à une année charnière car le pays a été très lourdement impacté par les conséquences de la crise sanitaire Covid-19 ainsi que le conflit russo-ukrainien, notamment au niveau de ces secteurs névralgiques comme le tourisme. Et pour débattre donc de la question économique tunisienne par le prisme de la loi de finances 2023, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir en direct depuis la Tunisie deux brillants économistes tunisiens, à commencer par le docteur Aram Belhadj. Vous êtes économiste et enseignant-chercheur à l'université de Nabel de Carthage. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Monsieur Asdine Saïdan, vous êtes également économiste, ancien PDG d'une banque, mais également analyste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et merci de m'avoir. Et on va directement donc entamer ce débat avec vous, professeur Belhadj. Alors, la nouvelle loi de finances a été promulguée dans un contexte économique particulier en Tunisie. Vous le savez bien, le financement du budget va s'appuyer sur un certain nombre de paramètres auxquels l'on ne s'attendait pas forcément, comme le niveau des emprunts extérieurs. Quelles sont les dispositions et les autres paramètres phares de ce texte de loi que vous retenez ? Effectivement, donc avant de parler de la loi de finances 2023, permettez-moi de vous dire qu'il y a un grand problème au niveau déjà du bouclage du budget de 2022, oui. Surtout avec le besoin des ressources énormes pour effectivement boucler cet exercice. Et je pense que le même problème va se poser en 2023 parce que si on regarde en fait les besoins, surtout en ressources d'emprunt, que ce soit intérieur ou extérieur, ces besoins sont énormes. Oui. Alors, vous venez de mentionner les besoins de ressources d'emprunt extérieures, c'est presque 15 milliards de dinars. Les besoins de ressources d'emprunt intérieures, c'est presque 10 milliards de dinars. Alors, comment mobiliser ces ressources? Surtout si on voit la note souveraine de la Tunisie et les possibilités de sortir sur les marchés internationaux. Donc, c'est quasi impossible d'émettre en fait des emprunts obligataires sur les marchés vu cette notation qui est en fait catastrophique, si je puis dire. D'autant plus que en fait, on a l'indépendance de la Banque centrale qui refuserait certainement de financer directement ou même de faire quelques avances au Trésor, ce qui en fait rend la situation très complexe. Déjà, il y avait beaucoup de ressources intérieures qui ont été mobilisées et qui ont séché la liquidité sur le marché monétaire intérieur, ce qui a causé en fait des problèmes de financement pour les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises. Cette loi de finances, ce n'est pas malheureusement une loi de finances de rupture. Il y a beaucoup de dispositions. Les ressources fiscales prévues sont un peu plus de 40 milliards de dinars. Oui. Les ressources non fiscales, c'est presque 6 milliards, c'est 5,8 milliards de dinars. Alors, comment obtenir toutes ces ressources, surtout les ressources non fiscales, à moins de peut-être privatiser quelques entreprises publiques, chose que le président de la République refuse, au moins dans ses discours. Donc, c'est une loi de finances, à mon sens, qui ne sera pas facilement opérationnelle et c'est une loi de finances qui n'est pas en rupture avec le passé. Est-ce que vous y êtes favorable, docteur Belhadj, à la privatisation de certaines entreprises publiques tunisiennes? Écoutez, il faut le dire très franchement, il y a des secteurs qui sont non stratégiques.
Il y a des secteurs qui sont concurrentiels. Le tabac, par exemple, il n'y a pas pourquoi en 2023, l'État toujours monopolise le secteur du tabac. Il y a des petites participations de l'État dans quelques entreprises. Il faut, à mon sens, il faut les céder, mais à condition de consacrer toutes les ressources à réformer les autres entreprises publiques qui souffrent des problèmes de gouvernance, qui souffrent des problèmes de restructuration financière, qui souffrent du problème sociaux, des problèmes sociaux au niveau des entreprises. Donc, je suis favorable à l'étude des entreprises publiques cas par cas. Si ce n'est pas des entreprises qui fonctionnent dans des secteurs stratégiques, moi, je pense que c'est le temps en fait, de les privatiser, au moins de chercher un partenaire stratégique. Très bien, merci pour cette entrée en matière, Dr Belhadj. Quelle est votre lecture d'économiste, Monsieur Saïdan, quant à cette nouvelle loi de finances? Je dois d'abord dire que cette loi de finances ne répond pas à la définition et aux caractéristiques essentielles d'une loi de finances. Ce n'est pas une loi de finances, puisque la loi de finances, avant tout, doit être l'instrument par excellence pour orienter l'économie, pour redresser l'économie, pour dynamiser l'économie. Or, dans cette loi de finances, il n'y a absolument aucune trace d'économie, aucune trace d'investissement, aucune trace de redressement, aucune trace de réforme non plus. C'est une simple loi de collecte de ressources pour le compte de l'État, quelles que soient les conséquences de cette collecte, quel que soit l'impact, justement. Et ce que nous retrouvons principalement dans cette loi de finances, c'est d'abord une augmentation absolument insensée du montant total de cette loi de finances. Et là, il faut rappeler qu'en 2010, qui reste quand même l'année de référence, la loi de finances était de 18 milliards de dinars. Et on est à 70 milliards de budget. Voilà, elle représentait 28% du PIB et 25% de la loi de finances de 2010 était consacrée à l'investissement public. Aujourd'hui, nous avons une loi de finances de 70 milliards de dinars, donc un quadruplement justement du montant de la loi de finances de 2010, avec une partie infime, parce qu'il faut analyser les chiffres, une partie infime de l'ordre de 2 à 3% qui serait effectivement consacrée à l'investissement public, et c'est une loi de finances qui représente environ 43 à 44% du PIB aujourd'hui, ce qui veut dire que l'État coûte beaucoup trop cher aujourd'hui, que c'est un État dépensier, que c'est un État qui dépense beaucoup trop et de façon qui est économiquement insensée, puisqu'on voit que l'investissement public est quasiment absent et on sait très bien la relation entre l'investissement public, l'investissement privé local et l'investissement direct étranger. En l'absence d'investissement public, il ne peut pas y avoir d'investissement privé et donc il ne peut pas y avoir d'attraction d'investissement direct étranger non plus. Donc là, on est coincé sur le plan économique et il est clair que cette loi de finances n'a pas du tout été construite dans l'esprit d'un redressement de l'économie, mais c'est une loi de panique, c'est une loi qui est quasiment impossible à appliquer. Monsieur Saïdoun, oui. Au vu des, on va dire, paramètres économiques et financiers actuels de la Tunisie, a-t-on le choix justement d'aller vers un autre modèle que celui proposé par la loi de finances 2023? Absolument. Imaginez une loi de finances de cette taille-là qui en plus se base sur une hypothèse de croissance de 1,8% par an. Oui. C'est absolument ridicule et à la limite on est tenté de dire tout ça. C'est le taux retenu par le FMI. 70 milliards de dinars pour avoir en face 1,8% de croissance si on arrive à les faire. Bien sûr, nous avons le choix parce que ce qui se passe dans le pays depuis quelques années, c'est qu'on se concentre sur une course derrière les empruns, notamment l'emprunt extérieur. On se concentre uniquement sur les petites réformes ou réformettes sur le plan strictement financier et on a l'impression qu'on évite sciemment d'aller vers le fond du problème, c'est-à-dire les réformes de l'économie, le redressement de l'économie, puisque ce n'est que par l'économie qu'on arrivera à résoudre les problèmes des finances publiques et les problèmes des entreprises publiques et auxquels il faut un traitement qui n'est pas forcément basé sur la privatisation, puisque le point de départ devrait être comment sauver ces entreprises publiques, au cas par cas, comme vient de le dire si bien Dr Belhadj, mais sans s'interdire la moindre solution.
C'est-à-dire, s'il faut privatiser, il faut privatiser. S'il faut liquider, il faut liquider. S'il faut recapitaliser, il faut recapitaliser, etc. Toutes les solutions devraient être permises sans aucune ligne rouge, sans aucune interdiction. Sinon, on ne va pas y arriver, puisque depuis 6 ans maintenant qu'on parle de la réforme des entreprises publiques, on n'en a pas réformé une seule. Très bien, monsieur Saïdan. Docteur Belhadj, peut-on dire, à l'aune de cette conjoncture que M. Saïdan vient de décrire, que la LF 2023 est plutôt d'inspiration libérale, socialiste? Est-ce que le souci majeur justement du législateur a été de continuer à paver le terrain, un éventuel accord avec le FMI, sachant qu'une nouvelle date sera fixée entre les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international, le FMI, concernant l'examen et l'approbation de la facilité élargie de crédit pour la Tunisie, selon les médias officiels tunisiens? Alors, il faut noter de prime abord qu'il y a quand même une discordance entre ce qui est annoncé, surtout par le président de la République, et ce qui est pratiqué, surtout par le gouvernement. Moi, je pense que cette loi de finances vient en concordance avec les orientations du FMI, contrairement à ce qui est annoncé par le président de la République qui refuse toujours la diminution du budget de compensation, oui, qui refuse toujours la privatisation de certaines entreprises publiques, qui refuse toujours la détérioration du pouvoir d'achat du citoyen tunisien, mais en regardant les quelques dispositions, ou les plusieurs dispositions d'ailleurs, dans la loi de finances, on se rend compte que cette loi de finances, elle est effectivement en concordance avec le FMI ou bien avec ce que demande le FMI. Je rappelle ici que il y a eu effectivement une baisse du budget consacré à la compensation d'un peu plus de 25%. Comme je viens de vous le dire, les ressources non fiscales prévues, c'est presque 6 milliards de dinars. Donc, il y aura très probablement une privatisation de quelques entreprises publiques. Et puis, bien entendu, il y a beaucoup de dispositions fiscales, beaucoup d'augmentation de l'impôt, que ce soit direct ou indirect. Et toutes, en fait, ces dispositions sont en conformité avec ce que demande le FMI. Donc, je pense que ce gouvernement, à travers cette loi de finances, elle a tendu la perche au FMI pour effectivement faciliter la reprogrammation du dossier Tunisie devant le conseil d'administration en 2023. Docteur Belhadj, je vais vous poser la même question qu'à M. Saïdan. A-t-on le choix, au vu de la conjoncture actuelle, d'aller vers un autre modèle? Mais bien entendu, oui. Je suis tout à fait d'accord avec CSD lorsqu'il vous dit que rien n'a été fait. Le budget, il a gonflé, mais rien n'a été fait. Moi, je pense qu'on aurait dû voir beaucoup de dispositions proposées, si vous voulez, par les experts, proposées par plusieurs composants de la société civile, les caisses enregistreuses, par exemple, en fait, les dispositifs de recouvrement, le decatching, les réformes, effectivement, les réformes, ça c'est le maître mot. On n'a rien vu de tout cela. Donc oui, effectivement, il y a des alternatives, mais malheureusement, ce gouvernement et même les gouvernements d'avant, ils ont choisi la voie la plus simple. Très bien. Monsieur Saïdan, justement, selon le rapport de la Banque mondiale sur l'endettement publié en décembre 2022, l'encours total de la dette extérieure de la Tunisie, je suis en train de le découvrir, a atteint environ 132 milliards de dinars en 2021. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Alors ça, c'est les vrais chiffres, effectivement, surtout quand ils sont exprimés en dollars, permettent justement la comparaison avec d'autres pays. C'est environ 46 millions de dollars, pour être précis. 42,3 milliards de dollars exactement. Et là, on voit justement que la dette extérieure dépasse maintenant le niveau du PIB de la Tunisie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'endettement excessif. Et c'est ce qui explique justement la révision de la note de la Tunisie vers le bas à 9 reprises depuis 2011. Ouais. Nous sommes bel et bien devant un piège de dette. Et d'ailleurs, il faut rappeler justement que dans le cadre de la loi de finances 2023, le service de la dette, c'est-à-dire les échéances
où les tombées en principal et intérêt pour l'année 2023 s'élèvent à 21 milliards de dinars, soit 30% du montant total du budget ou de la loi de finances. Et voilà le piège, justement. Donc la Tunisie, je pense qu'elle est... Est-ce qu'on est dans une espèce de schéma de Ponzi par rapport à ce problème de la dette en Tunisie? C'est-à-dire, pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Alors justement, c'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure qu'on a mis des années à courir derrière la dette extérieure pour couvrir quoi? Pour couvrir des dépenses courantes. Et c'est ça le piège mortel, justement, parce que normalement, un pays emprunte à l'étranger pour financer des investissements, Oui. mais jamais pour financer des dépenses courantes. C'est ce que nous avons fait depuis 2011-2012. Alors, il est vrai que beaucoup d'États le font, y compris, oui, notamment en Afrique. C'est pour ça que tous ces États-là sont piégés aujourd'hui par un niveau d'endettement. Et c'est ce qui justifie justement ce rapport de la Banque mondiale qui parle d'une sérieuse crise de la dette extérieure en vue pour un grand nombre de pays. Je voudrais revenir avec un commentaire rapidement sur la question du FMI. Vous avez dit justement qu'une nouvelle date va être fixée pour l'examen du... Selon l'agence de presse officielle tunisienne. Voilà, donc ma question, qui vous a dit qu'il va y avoir une c'est l'agence de presse tunisienne officielle. J'ai répondu en disant que c'est la peine. Mais non, en fait, ce n'est pas vrai du tout. Moi, je pense que c'est là une déclaration qui a été faite par un membre du gouvernement juste pour amortir un peu le choc. Ce qui s'est passé réellement, c'est un rejet du dossier de la Tunisie. Oui. Et il faut revenir aux raisons profondes, justement, de ce rejet pour comprendre qu'il va être extrêmement difficile. Alors, ce sont des propos que vous assumez à titre personnel, bien sûr. Absolument, j'assume. Évidemment, j'assume tout ce que je dis, évidemment. Mais les principales raisons qui ont amené, justement, le FMI à rejeter le dossier de la Tunisie sont, d'abord, il faut savoir qu'au niveau du FMI, on ne vote pas. Le FMI cherche à réunir les conditions de réussite du programme de réforme. Et les conditions de réussite nécessitent justement que l'État concerné mobilise les fonds nécessaires qui vont supplémenter les fonds du FMI pour justement financer le programme de réforme. Et là, il est clair que la Tunisie n'a pas réussi à le faire et c'est pour ça que le dossier ne pouvait même pas être examiné puisqu'il n'y a aucun intérêt et aucun sens à ce que le FMI accorde un prêt si par ailleurs les autres bailleurs de fonds, sur le plan bilatéral ou multilatéral, ne contribuent pas, n'apportent pas le soutien justement à ce programme pour le faire réussir. La deuxième raison est une raison politique. Il est clair que la situation politique en Tunisie n'est pas de nature à rassurer les bailleurs de fonds, FMI en premier lieu, Banque mondiale en deuxième lieu, mais les autres bailleurs de fonds aussi. Et là, on voit justement que la situation n'évolue pas forcément dans le sens d'un apaisement, pour le moment du moins. Et donc, le FMI se pose la question centrale, principale, est-ce que les autorités en place en Tunisie aujourd'hui sont capables de réaliser les réformes qui ont été promises ou avancées par le gouvernement tunisien pour arriver justement à cet accord au niveau des experts en date du 15 octobre 2022. Très bien. Docteur Belhadj, je poursuis le débat avec vous. Alors l'une plutôt des mesures phares de cette loi de finances, c'est une amende infligée pour tout paiement en espèces d'un montant équivalent ou dépassant les 5 000 dinars tunisiens dans le cadre de la lutte contre l'économie informelle. Quel jugement portez-vous par rapport à cette mesure ? Bon, avant de répondre à cette question, si vous le permettez, j'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit par Seyazdine par rapport au dossier FMI. Moi, je suis moins pessimiste que Seyazdine. Pourquoi ? Parce que... Je ne suis pas pessimiste. Excusez-moi ? Je ne suis pas pessimiste. Bon, je suis optimiste par rapport à vous, quoi. Donc parce que quand même le gouvernement, il a fait des pas envers le FMI. Il a augmenté à plusieurs reprises les prix des hydrocarbures, bien que les prix à l'international ont baissé. Il a quand même trouvé un accord. C'est vrai qu'il demeure toujours fragile avec le GTT, avec le dernier accord. Il est en train en fait d'augmenter ou de prescrire quelques dispositions fiscales. Et on a vu cette loi de finances qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte en fait de mesure
Docteur Belhadj, la loi de finances complémentaire 2022 n'est-elle pas en soi un pas justement vers les réformes demandées par le FMI? Non, en fait, la loi de finances complémentaire, c'était juste une petite rectification comptable, quoi, par rapport à ce qui a été programmé. On n'a rien vu, quoi. Il n'y avait pas de disposition. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, le gouvernement, il a fait quelques pas positifs, considérés comme positifs par le FMI. Donc, je pense, dès qu'il règle la question de la loi 89-9, et dès qu'il reçoit quelques financements en fait bilatéraux, je pense, avec les dispositions qui ont inscrites dans la loi de finances, je pense que le dossier va être reprogrammé encore une fois, en fait, espérons-le, devant le conseil d'administration. Maintenant, la question du plafonnement du cash, c'est une mesure qui a été proposée à maintes reprises par plusieurs parties prenantes. Le decatching, c'est quelque chose de très important. Vous en avez parlé, oui. Mais je pense que, en fait, réformer ou bien cibler l'économie informelle passe éventuellement par le decatching, mais passe par, en fait, la mise en place de beaucoup d'autres mesures. Nous, on a proposé, quelques experts, je veux dire, et quelques enseignants universitaires, ils ont proposé les changements des billets de banque, surtout les billets de 50 dinars, mais rien n'a été fait depuis. Très bien, merci Dr Belhadj. Dr Saïden, parlons un peu de cette question de l'endettement extérieur. Est-ce que cette loi de finances, justement, est propice à une relance économique ou est-ce qu'au contraire, elle va décourager les investisseurs et les opérateurs économiques du secteur privé notamment? Disposition, la création de nouveaux impôts, l'augmentation d'impôts existants, etc. Il est clair que cette loi de finances ne favorise pas du tout l'investissement. Et malheureusement, nous avons déjà vu quelques réactions d'investisseurs étrangers qui ont déjà décidé de quitter à cause justement des nouvelles dispositions de la loi de finances. C'est une loi de finances qui, de ce point de vue-là, au moins, a été très, très mal réfléchie. Et c'est le fait de ne pas en discuter au préalable avec les parties prenantes, comme on avait l'habitude de le faire pendant 3 ou 4 mois, pour justement nous assurer que de tels écarts soient supprimés avant la promulgation de la loi de finances. Malheureusement, ça n'a pas été fait comme ça. Et là, nous sommes en face justement de problèmes sérieux, parce que même cette question de 5 000 dinars de cash va poser de très graves problèmes, pas pour l'économie informelle, pour l'économie formelle, mais qui ne peut fonctionner que comme ça. Et imaginez justement quelqu'un qui vend du bétail, comment il va encaisser la contrepartie de son prix? Il va l'encaisser par chèque, vous imaginez? C'est un non-sens total. Est-ce que ceux qui ont mis en place cette disposition savent comment fonctionne l'économie tunisienne sur le terrain? Je n'ai pas du tout l'impression. Non, là, vous allez voir, il y a beaucoup de dispositions qui sont simplement inapplicables. Pourquoi s'embarrasser de mettre des dispositions de ce genre-là et de se retrouver devant l'obligation de les supprimer, comme ça a été fait en 2002. D'ailleurs, il y a eu des erreurs de ce type-là qui ont dû être adressées une année après, mais après avoir causé des dégâts déjà. Docteur Belhadj, y a-t-il un risque, au fond, que cet endettement extérieur étouffe l'économie tunisienne à moyen terme, d'autant plus que la croissance, on l'a dit, ne devrait pas dépasser les 1,6, 1,8 en 2023 selon les données du FMI? Bien entendu, du moment où le volume de la dette est colossal, alors que vous ne créez pas de richesse en contrepartie, là, vous allez vous retrouver certainement dans une situation d'insoutenabilité de votre dette. Et ça crée beaucoup de problèmes par rapport, bien sûr, aux agences de notation, par rapport aux investisseurs, par rapport au climat des affaires. Donc, ça peut poser de problèmes. Et malheureusement, en fait, cette loi de finances, comme toutes les lois de finances passées, c'était une loi de finances basée sur une approche dépenses-ressources, c'est-à-dire que j'ai quelques dépenses, ou plusieurs dépenses plutôt, et je dois mobiliser de ressources. Du moment où on est dans cette logique, du moment où on adopte cette approche, du moment où on ne considère pas la loi de finances comme un levier de croissance, comme vient de le préciser Saadine,
qui ne porte pas de vision, lorsqu'on a une loi de finances dont un tiers des ressources va à la masse salariale, l'autre un tiers va au remboursement du service de la dette, dont l'investissement ou bien les ressources consacrées à l'investissement s'élèvent à 8% seulement, on ne peut pas parler en fait d'une sortie de crise, y compris en fait la crise d'endettement. Très bien. Merci messieurs pour ce débat franc et direct par rapport à la situation économique de la Tunisie, à laquelle on espère bien sûr des jours meilleurs. Je rappelle que la Tunisie a été très lourdement impactée par les conséquences de la Covid-19, puis par celles du conflit russo-ukrainien, notamment dans certains secteurs charnières comme celui du tourisme. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis sur Eco Hebdo. Je remercie nos experts Aram Belhadji et Azdine Saïdan de nous avoir accompagnés. C'était le dernier Eco Hebdo de l'année 2022. Merci, à l'année prochaine.